Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La France de nouveau visée par une attaque terroriste. Un attentat a fait 2 morts et 13 blessés hier au cœur du marché de Noël de Strasbourg. Le tireur est toujours activement recherché. Le plan Vigipirate a été relevé au niveau urgence attentat. Toutes les réactions au Sénat à suivre. Âgé de 29 ans, radicalisé en prison et fiché S, le principal suspect faisait l'objet d'un suivi par la DGSI. Son périple meurtrier relance le débat sur la lutte contre le terrorisme et la politique sécuritaire du gouvernement. Le débat dans cette édition. Dans le reste de l'actualité, ce débat au Sénat sur les emplois non pourvus, il y en aurait aujourd'hui 300 000 en France, alors que le chef de l'État a déclaré qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. On verra ce qui se cache derrière ces chiffres et pourquoi certains secteurs peinent à recruter. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui, salle de conférence au Sénat pour les réactions à l'actualité. Et puis également Alexandre Poussard. Vous le savez, il suit pour nous les débats dans l'hémicycle. Et justement, on prend tout de suite la direction de l'hémicycle. Alexandre Poussard, vous nous attendez, vous avez suivi la séance et il a été évidemment question de ces événements dramatiques qui ont touché Strasbourg hier. Oui Delphine, alors ici au Sénat dans l'hémicycle, il n'y a pas eu de minute de silence, contrairement à l'Assemblée nationale, mais il y a eu une polémique sur l'ordre du jour choisi aujourd'hui par le Sénat, car les sénateurs examinent une proposition de loi socialiste pour permettre aux maires d'organiser des funérailles républicaines, une proposition de loi qui n'a rien à voir avec l'attentat de Strasbourg. Et le rapporteur centriste de ce texte, Loïc Hervé, s'est étonné que le Sénat garde cette proposition de loi à l'ordre du jour, compte tenu de l'actualité et de cet attentat de Strasbourg. Et cette petite remarque a provoqué la colère des sénateurs socialistes qui sont très attachés à ce texte. Écoutez la sénatrice de Paris, Marie-Pierre de La Gontrie. Alors que Paris a été dévasté le 1er décembre, nous recevons tous sur nos mails un mail des services de la séance nous informant que le groupe Les Républicains a décidé d'inscrire dans sa future niche, comme l'on dit, un texte sur la sécurisation des passages à niveau. On comprend qu'effectivement, il y a une cohérence. Lorsque les Gilets jaunes s'apprêtent à redéfiler encore une fois samedi dernier, que faites-vous dans cet hémicycle? Vous votez l'allègement de l'exit tax. Alors lorsqu'on prétend qu'il faut que dans cet hémicycle nous soyons en phase avec ce qui se passe dans le pays et qu'on ose, à court d'arguments, monsieur Hervé, vous osez instrumentaliser de manière indécente ce qui s'est passé à Strasbourg, je vous renvoie à votre propre faiblesse, l'exit tax et votre formidable proposition de loi sur la sécurisation des passages à niveau. Et voilà, les sénateurs socialistes qui dénoncent une instrumentalisation. Il faut noter que le Sénat n'a pas l'habitude de faire ce genre de polémique juste après un attentat. Mais je peux vous dire que cet après-midi, le débat était très tendu. Bon, et justement, vous en parliez, Strasbourg, la capitale alsacienne, a donc été frappée par un attentat terroriste, car cela ne fait désormais plus de doute selon les déclarations du procureur de la République. Un individu a tiré hier sur les passants en plein marché de Noël au cri de Allah Akbar, tuant 2 personnes et en blessant 13. Il a réussi à prendre la fuite. Alors retour sur ces événements avec Sarah Bencherifa. Strasbourg, sous le choc. Il est 19h50 hier soir lorsqu'un homme armé d'un couteau et d'une arme de poing attaque des passants dans les rues de la capitale alsacienne. Entré par le pont du Corbeau, il se déplace aux abords du marché de Noël, alors fermé. Direction la rue des Orfèvres, il fait feu sur plusieurs promeneurs. Le bilan, 2 morts et 14 blessés. Quelques mètres plus loin, il braque un taxi et se dirige vers le quartier de Neudorf, échange de coups de feu avec les forces de l'ordre. L'homme est blessé, mais parvient à s'échapper. Immédiatement, le ministre de l'Intérieur annonce le déploiement des forces armées. Il y a actuellement 350 personnes qui sont mobilisées sur le terrain pour tenter de mettre un terme à sa fuite. 100 personnels de la police judiciaire sont en activité. 2 hélicoptères, les brigades et les services du RAID, de la BRI, mais aussi les soldats de Sentinelle sont sur le terrain. Alors, qui est l'attaquant de Strasbourg? Il s'agit de Shérif C, 29 ans, né à Strasbourg, il est fiché S.
En 2016 et 2017, il fait de la prison pour vol en Allemagne, en Suisse et en France. Chérif C était déjà recherché pour des braquages et tentatives de meurtre. Hier matin, la police était venue l'interpeller à son domicile où il était absent. Il est également fiché FSPRT, c'est-à-dire qu'il était reconnu par les services de renseignement pour radicalisation. Au regard du lieu ciblé, du mode opératoire employé par l'assaillant, de son profil sur lequel je reviendrai dans un instant, et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crier « Allah Akbar », la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits dès hier soir. Suite à cette attaque, le plan Vigipirate est passé au niveau urgence attentat. Les écoles et les lycées n'ont pas fait cours et le marché de Noël est resté fermé. Le dispositif a été renforcé avec plus de 700 hommes sur le terrain. L'homme, toujours en fuite, est activement recherché. Et le premier invité de notre multiplex, c'est le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet. Il est à votre micro, Tam Tran Nui. Oui, François-Noël Buffet, on a donc bien eu la confirmation que les événements de Strasbourg d'hier étaient bien un attentat terroriste. Pour vous, est-ce que notre droit doit évoluer face à cette nouvelle menace aujourd'hui? De quelle manière? En réalité, la menace, nous le savions, est toujours existante, elle l'est toujours, et il est devenu endogène avec des gens qui se transforment en quelques heures, quelques minutes. L'enjeu, c'est qu'il y a une vraie liaison, un vrai lien entre le crime organisé désormais et le terrorisme. Il faut bien qu'il trouve les moyens de financer malheureusement. Et ce lien est de plus en plus fort, on va sans doute pouvoir le constater à nouveau à l'occasion de ces dramatiques événements, mais c'est ça l'évolution. Alors faut-il faire évoluer le droit? En la circonstance, les outils juridiques, nous les avons. Nous avons tous les outils juridiques. La question est peut-être de savoir s'il faut faire évoluer notre organisation simplement. Et pourtant, votre camp, les LR, continue à demander le retour à l'état d'urgence, l'expulsion des fichiers S étrangers, la rétention administrative des fichiers S les plus dangereux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, avec toutes ces propositions de Laurent Wauquiez? C'est une demande qui est ancienne de sa part. Jusqu'à maintenant, nous avions considéré que quelqu'un qui est fiché S, c'est un outil administratif de signalement. Ça n'est pas plus que ça. C'est important. Peut-être faut-il aujourd'hui se poser la question, en tous les cas pour ceux qui sont considérés comme les plus dangereux, de faire évoluer les FSPRT, choses. Ceux qui sont fichés pour peut-être radicalisation. de faire évoluer les choses, parce que le danger est là et le risque est là. Même si Il faut sans doute, même si c'est difficile. C'est difficile et ça risque de faire courir, on dit, le risque d'affaiblir cet outil de renseignement. Alors, on entend cet argument-là. Il ne faut pas non plus le généraliser ou généraliser ce dispositif. Il faudrait dans ces cas-là le réserver exclusivement à ceux qui sont identifiés comme étant les plus dangereux. Auquel cas, il y a un travail de fond à faire avant d'avancer les choses. Mais on peut légitimement s'interroger aujourd'hui. Un mot sur le parquet national antiterroriste qui va être adopté avec le projet de loi justice. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a fait valoir que c'était une bonne solution face à la nouvelle menace terroriste. Pas pour vous, pour quelle raison? Pour la raison que je viens d'évoquer tout de suite, à savoir qu'il y a un lien très fort entre le terrorisme et le crime organisé, et qu'en laissant au procureur de la République de Paris la compétence terroriste, il peut en même temps, puisqu'il a de nouveau la compétence en matière de crime organisé, faire le lien entre les deux, et c'est ça qui est une force. Alors si on crée le parquet national antiterroriste demain, peut-être faut-il déjà réfléchir à lui donner la compétence en matière de crime organisé, car nous savons que cela va de pair aujourd'hui. C'est peut-être ça l'évolution qu'il faudra avoir. En tous les cas, ne pas séparer les deux. Un autre point important aussi, peut-être renforcer le renseignement pénitentiaire. La garde des Sceaux disait encore l'été dernier 450 détenus radicalisés sortiront de prison d'ici 2019. Alors la question, le renseignement pénitentiaire existe, il est en train de se mettre en place et de se développer. La question qui se pose à nous, c'est quid de la sortie de ceux qui sont radicalisés une fois qu'ils auront exécuté leur peine. Il faut rappeler que le procureur Molins nous l'avait rappelé et redit il y a quelques mois. Le sujet de fond, le sujet grave, c'est celui-ci. Comment allons-nous traiter ceux qui sont radicalisés, qui ont terminé leur peine de prison et que l'on va remettre en liberté? C'est un vrai sujet. Une toute dernière question. Comment jugez-vous le fait que Laurent Wauquiez se soit permis de faire un tweet pour critiquer, polémiquer, alors que l'attentat venait juste d'avoir lieu hier soir? On sait que votre camp est très partagé sur ce sujet. Parfois, il faut savoir se retenir un peu. Voilà. Mais nous savons qu'il
il est comme ça. Je ne vais pas dire que c'est à l'excuse, mais bon, la période, le moment est surtout à l'unité nationale et au soutien à nos forces de l'ordre pour arrêter l'auteur de ces crimes, de ce crime, et naturellement, on a une pensée pour les victimes. Bien, merci beaucoup François-Noël Buffet d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. On va continuer les réactions politiques à cet attentat avec Jonathan Dupriez. Y a-t-il eu des trous dans la raquette ? Alors que l'auteur de l'attentat de Strasbourg est toujours en fuite, l'extrême droite et la droite, à l'image de Laurent Wauquiez, plaident pour un durcissement de la législation antiterroriste. Combien d'attentats commis par des fichiers S devons-nous encore subir avant d'adapter notre droit à la lutte contre le terrorisme? Qu'attendons-nous pour enfin livrer bataille, pour éradiquer l'intégrisme qui nous a déclaré la guerre? De leur côté, en pleine crise sociale, les autorités en appellent à la retenue de la classe politique. La menace terroriste est toujours au cœur de la vie de notre nation. Le sens de l'intérêt général devrait amener chaque responsable politique au calme et à la retenue. Pour certains caciques de la gauche, pas question de s'engouffrer dans la polémique. Il n'y a même pas le temps du recueillement qui est respecté vis-à-vis des familles. Moi, je le regrette profondément. Les mêmes qui disent cela ne sont pas ou ne sont plus aux responsabilités depuis longtemps. S'ils avaient connu les périodes que nous avons connues quand nous étions au gouvernement en tant que socialistes, ils pourraient constater que le risque zéro n'existe jamais. À Strasbourg, un assassin a frappé avec les méthodes des terroristes. Jean-Luc Mélenchon est l'un des derniers leaders politiques à s'être exprimé sur l'attaque de Strasbourg. Ne laissons pas les terroristes nous terroriser, a-t-il dit, tout en témoignant sa solidarité envers les victimes et leurs familles. Et au-delà de l'émotion, et alors qu'une vague d'attentats djihadistes sans précédent a fait 246 victimes en France depuis 2015, vous venez de l'entendre, la droite et l'extrême droite ont vivement critiqué le gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne les fichiers S. Michael Spitzberg. L'attentat commis à Strasbourg hier soir pose une nouvelle fois la question de la gestion des personnes fichées S, responsables de 80% des attentats commis sur le territoire. La France compte aujourd'hui près de 20 000 individus surveillés de près par les services de sécurité, répartis sur tout le territoire, avec des foyers plus prononcés dans le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, le pourtour méditerranéen et l'Alsace. La moitié des fichiers S sont soupçonnés d'être liés à la mouvance islamiste et près de 4 000 d'entre eux sont des étrangers, qui doivent être expulsés, estime Marine Le Pen. Dans les fichiers S, il y a des étrangers et des Français. Là, il est français. Si déjà on expulsait les étrangers, on ne les conservait pas sur le territoire, ce serait autant de moyens qui seraient accordés supplémentaires pour pouvoir surveiller les Français. Voilà. Or là, on surveille tout le monde, avec évidemment le risque qu'il y en ait un certain nombre qui passent au travers des mailles. Je pense que le simple fait d'avoir un contact, quel qu'il soit, avec des organisations terroristes, doit vous faire traduire devant la cour d'assises pour intelligence avec l'ennemi. Alors, l'arsenal français est-il adapté à la menace des personnes radicalisées ? Une mission sénatoriale d'évaluation de la loi d'octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme se penche sur la question depuis un an. Pour son rapporteur, ce qui manque principalement, ce sont les moyens financiers et quelques améliorations. Les lois qui ont été votées sur les moyens donnés aux services secrets, sur les moyens donnés à la police et surtout la loi qui a suivi l'état d'urgence donnent des outils adaptés à la situation. Sauf que ces outils, pour être mis en œuvre, supposent des moyens supplémentaires dont ne disposent pas suffisamment et la justice et la police et les services secrets. On peut améliorer quelques articles de la Constitution qui nous permettraient d'être plus efficients. Au cours des 12 derniers mois, 70 attentats auraient été déjoués en France. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranui, avec le sénateur Hervé Maurey. Oui, Hervé Maurey, d'abord votre réaction au fait que même si l'exécutif avait déjà dit il y a quelques mois qu'il était d'accord pour que les maires aient l'information sur les fichiers S de leur commune, eh bien Roland Ries, le maire de Strasbourg, a lui déclaré qu'il n'avait pas eu ces informations qu'il avait pourtant demandées. Écoutez, le président de la République avait effectivement annoncé, je crois au mois de mai, qu'il allait accéder à une demande qu'on a eu l'occasion de formuler dans cette maison, c'est-à-dire que les maires aient la liste des fichiers S dans leur commune. Il avait annoncé qu'il prendrait l'initiative en ce sens au mois de juillet et rien n'a été fait. Il y a juste eu une circulaire au mois d'octobre extrêmement restrictive qui dit que le préfet peut dans certains cas communiquer des informations aux maires, mais dans les faits, on le voit bien, ça n'est pas le cas. Donc je réitère une fois de plus cette demande légitime des maires d'avoir accès à la liste des personnes fichées S dans leur commune.
Au-delà, est-ce que vous continuez à penser que cet outil, l'outil des fiches S, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur dans le contexte de la menace terroriste que l'on connaît ? Ce qui est certain, c'est que ces fichiers sont très hétérogènes. C'est-à-dire qu'on trouve des gens qui sont fichés pour des catégories extrêmement différentes, pour des raisons extrêmement différentes, et qu'il y aurait lieu d'avoir des fichiers plus ciblés. Mais quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est que le maire soit informé, systématiquement informé, quand il y a des personnes qui présentent un danger pour la sécurité dans leur commune. On demande aux maires de plus en plus d'implication par rapport à des missions d'ordre public, de prévention, de répression, de sécurité, et on ne leur donne pas l'information dont ils ont besoin. En revanche, eux doivent signaler, faire remonter les informations, sans avoir d'ailleurs de retour de la part des autorités auxquelles ils communiquent ces informations. Donc c'est pas possible. On ne peut pas demander aux maires des choses et pas leur donner les moyens de le faire. Pour vous, qu'est-ce que les maires pourraient faire s'ils avaient justement accès à toutes ces informations aujourd'hui ? Écoutez, c'est très simple. Je veux dire que quand vous êtes maire, si vous savez qu'il y a dans votre commune des personnes qui présentent des dangers par rapport à la sécurité et à l'ordre public, vous effectuez une surveillance. Je pense que le maire de Strasbourg, s'il avait été au courant que la personne en question présentait un danger, certainement qu'il aurait fait en sorte que la police municipale soit particulièrement vigilante sur... Il est dit en revanche que tout de même la police municipale avait eu ce type d'informations de son côté. On voit que peut-être la surveillance malgré cela n'est pas suffisante quand on tombe face à ce type d'individu de radicalisation. Quand vous êtes informé qu'une personne présente un danger, vous vous prêtez évidemment beaucoup plus attention à cette personne, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle ne fait pas, à ses comportements, que quand vous ignorez qu'elle présente un danger. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'il faut que les maires soient informés des risques que peuvent présenter des personnes résidant dans leur commune. Un mot sur ce débat qui ressurgit à chaque fois qu'il y a des attentats terroristes. La question de la rétention administrative des fichiers S les plus dangereux, dit maintenant la droite. Est-ce que vous êtes toujours favorable à cette rétention administrative pour les fichiers S pour radicalisation ? Non, je ne pense pas qu'il faille généraliser la rétention des personnes qui sont fichées. Je pense en revanche, comme c'est le cas dans certains pays, et notamment en Israël, que lorsque, absolument, j'étais allé en Israël avec Hervé Morin, et j'avais pu observer qu'il y a un système de rétention sous contrôle du juge, donc ça n'est pas une rétention administrative, ça n'est pas une rétention abusive, mais lorsque l'on voit que quelqu'un présente un danger réel pour l'ordre public et pour la sécurité d'autrui, dès lors qu'il y a suffisamment d'éléments pour penser que cette personne peut passer à l'acte, eh bien ça peut être tout à fait utile, nécessaire et légitime de mettre en place une rétention sous le contrôle du juge. Bien, merci beaucoup Hervé Moret d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Tam. Et pour les eurodéputés qui siégeaient hier en session plénière au Parlement européen, la soirée a été mouvementée. On va y venir dans un instant. Mais ce matin, une minute de silence a été observée à 10h à la reprise des travaux. On va d'ailleurs retrouver sur place Alix Le Bourdon à Strasbourg, où régnait, vous allez voir, une atmosphère particulière. Ici à Strasbourg, la nuit a été courte pour certains eurodéputés, notamment ceux qui étaient encore présents dans l'hémicycle au moment de la fusillade et qui ont dû rester confinés dans ce Parlement européen jusqu'à 3h du matin, heure à laquelle certains ont pu être raccompagnés à leur hôtel sous escorte policière, mais d'autres avaient tout simplement décidé de rester dormir ici au Parlement dans leur bureau. Alors une partie du personnel du Parlement est restée en poste jusqu'à cette heure tardive dans la nuit, notamment des interprètes pour continuer à travailler, notamment sur certaines réunions. Mais le sentiment qui domine aussi aujourd'hui au Parlement européen à Strasbourg, c'est la tristesse, la tristesse face à cette attaque, l'attaque de Strasbourg, cette capitale de l'Europe attaquée en plein cœur sur son marché de Noël, cette ville que les eurodéputés connaissent très bien puisqu'ils s'y rendent environ une fois par mois pour les sessions plénières du Parlement. Merci à vous, Alix. Et justement, vous venez de le dire, hier, la procédure de confinement en urgence a été déclenchée. C'est un fait rarissime. Aujourd'hui, le Parlement européen retrouvait un semblant de normalité. Marie Brémaud. Je vous demande de vous lever pour faire une minute de silence, un signe de solidarité. Un Parlement européen silencieux en hommage aux victimes de la tuerie à Strasbourg. Ce matin, le travail parlementaire a repris, mais les eurodéputés ont tous en tête la nuit mouvementée. Les services de sécurité étaient sur les nerfs, mais bien sûr, nous aurions pu être à la cible d'une attaque terroriste. On était un peu inquiètes, mais
On a été au Parlement, on savait bien que les portes étaient fermées, etc. Alors comme je dis, pour nous, c'était pas le pire, pas du tout. Dans les couloirs du Parlement, on relativise le confinement alors qu'au même moment, à 3 km de là, se déroulait la fusillade. Aujourd'hui, les eurodéputés s'associent au deuil d'une ville, Strasbourg, qu'ils connaissent parfaitement. Au-delà de la symbolique, c'est le peuple strasbourgeois qui est visé, c'est la France, mais c'est aussi les valeurs européennes qui sont visées à travers cet attentat. Mais pas question pour l'institution démocratique de se laisser intimider par la terreur. La démocratie gagne contre la violence. C'est par ces mots que le président du Parlement européen a ouvert la session dans l'hémicycle. Et on reviendra bien sûr sur cet attentat et ses conséquences dans notre débat à 17h30. Alors cet attentat intervient dans un contexte particulier pour Emmanuel Macron, déjà en proie à une véritable crise politique causée notamment par le mouvement des Gilets jaunes. Le chef de l'État a tenté d'y apporter des solutions très concrètes il y a 2 jours lors de son intervention télévisée. Hier, après avoir obtenu des banques qu'elles n'augmenteraient pas leurs tarifs en 2019, il reçoit cet après-midi les représentants des grandes entreprises. Vous le voyez sur ces images, il espère bien obtenir leur soutien en matière notamment de relance du pouvoir d'achat. Car on va en parler, le rôle des entreprises reste tout à fait déterminant dans les embauches, d'autant que de nombreux emplois restent non pourvus, environ 300 000, ce sont les chiffres de Pôle emploi. Alors avant de voir avec mes invités ce que revêt ce chiffre, voyez un exemple très concret d'une entreprise spécialisée en robotique de piscine. Elle peine à recruter des salariés, elle aurait pourtant besoin de 12 personnes. C'est un reportage à Argenteuil de Samia Dechir. 6 piscines municipales sur 10 sont équipées par les robots nettoyants de cette entreprise française. À sa tête, Johan Chouraki. Il dirige 75 salariés. Ce n'est pas assez pour répondre aux commandes de ses clients. Ici, 11 postes sont vacants, du directeur de production à l'ingénieur. Je n'arrive pas à trouver réellement les profils qui m'intéressent. J'ai beau mettre à la NPE, j'ai beau faire des recherches à travers des cabinets de recrutement, il y a très peu de personnes qui répondent à nos offres. Après avoir cherché pendant 1 an un coordinateur de service après-vente, il a fini par le trouver en allant chercher dans un autre secteur. On s'est dit quelles sont les qualités et quels sont le profil qu'on doit avoir pour faire ce qu'on a envie de faire. Et donc on s'est dit au final, les hôpitaux, les gens qui gèrent le SAMU, les urgences font ça. Les gens qui gèrent tous les transports, à la fois de personnes mais aussi du transport, de la logistique, font aussi cette coordination. On a combien d'interventions ce matin ? Sur Paris, on est à 4. Guillaume Magne était auparavant gestionnaire de planning dans une entreprise de transport. Les compétences, je pense que je les avais. La formation, je ne l'avais pas, mais j'ai été bien accueilli, pris en main. On m'a expliqué le fonctionnement global du SAV. Ce recrutement a donné à Johan Chouraki l'idée de créer une académie de formation. Il a investi 800 000 € dans ces bâtiments pour former ses salariés aux postes sur lesquels il a du mal à recruter. Je vous présente Hexagone Academy, la salle de classe et le professeur. En 23 ans, Olivier Berthet a occupé presque tous les postes dans l'entreprise. C'est lui qui assurera les formations d'Hexagone Academy. J'ai pas fait d'études supérieures, donc j'ai un baccalauréat. Et à l'époque où j'ai été embauché, effectivement, j'ai été embauché pour d'autres compétences que des compétences acquises à l'école. Former les personnes en interne, ça permet de s'axer plus sur un parcours professionnel de chacun que sur le diplôme. Hexagone Academy ouvrira ses portes fin janvier 2019. Elle accueillera aussi des salariés venus d'autres horizons professionnels. Et alors que cette question des emplois non pourvus sera débattue ce soir dans l'hémicycle au Sénat, on ouvre le débat dans Sénat 360. Quelle est la réalité de ces emplois non pourvus? Je vous le disais, Pôle emploi avance le chiffre de 300 000. Alors pourquoi certains secteurs ont-ils du mal à recruter alors que le nombre de chômeurs atteint aujourd'hui 6 millions? Eh bien, on va en parler tout de suite avec mes invités. Dominique Estrosi-Sassone, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR des Alpes-Maritimes. Bienvenue à vous. Martial Bourquin est également sur ce plateau. Bonjour. Sénateur
socialiste du Doubs. J'ai le plaisir d'accueillir Adrien Clouet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant à Sciences Po en sociologie. Et puis Joël Mauvigné est également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs et également président de la Confédération générale de l'alimentation de détail. Vous représentez ainsi 385 000 entreprises. Est-ce que votre secteur est justement particulièrement touché par ce manque de main-d'œuvre? Vous n'arrivez pas à recruter? Mais particulièrement, oui. Le secteur d'alimentation est complètement touché. 385 000 entreprises, vous imaginez, 1,2 million de salariés. Je peux dire qu'actuellement, que ce soit les restaurateurs, les charcutiers, les pâtissiers, on demande de la main-d'œuvre, mais qualifiée. Et donc, c'est impossible de trouver aujourd'hui sur le marché des gens qui ont la compétitivité de venir dans nos entreprises. Donc, en même temps aussi... Est-ce que c'est qu'un problème de qualification? Il n'y a pas que le problème de qualification, il y a le problème... alors, ce n'est pas un problème de salaire, parce que dans nos entreprises, on garde nos salariés, il n'y a pas beaucoup de turnover. Donc, si on les garde, c'est parce qu'on les paie honorablement et normalement, hein, je veux dire par rapport à leurs compétences. Ce sont des gens qui font des heures supplémentaires, qui sont demandeurs de faire des heures supplémentaires. Donc là aussi, ça leur permet d'avoir un pouvoir d'achat supérieur. Donc voilà, qu'est-ce qui gêne? Il gêne peut-être certains horaires dans la restauration, dans la boulangerie, et encore qu'on a quand même aménagé. Voilà, on ne comprend pas, alors qu'en étant dans l'apprentissage aussi, on a développé l'apprentissage, c'est quand même le cœur du sujet actuellement. Nous avons dans notre secteur 70 000 apprentis. Nous pourrions en avoir le double, mais après l'apprentissage, il y a un déchet. Malheureusement, c'est ce mot-là que j'emploie, parce qu'il y a des gens qui ne continuent pas. Alors on va venir sur ce sujet de la formation et de l'apprentissage. Adrien Clouet, c'est vrai que ce débat a aussi été relancé par cette petite phrase d'Emmanuel Macron. On s'en souvient tous, un horticulteur, un jeune horticulteur qui ne trouvait pas de travail. Il avait dit, mais moi, je traverse la rue, je vous en trouve du travail. Est-ce qu'il y a quand même aussi pas mal de fantasmes autour de ces emplois non pourvus? Je pense qu'il y a effectivement des fantasmes qui sont évidemment variables d'un secteur à l'autre. Mais donc l'enquête que vous mentionniez tout à l'heure de Pôle emploi, je pense que c'est l'enquête besoin de main-d'œuvre qui estime entre 200 000 et 300 000 les offres d'emploi qui seraient non pourvues en France, qui sont à mon avis utilement mises en perspective avec les données par exemple de l'URSSAF, qui est donc l'institution qui collecte l'ensemble des offres d'emploi réellement créées. Et l'année dernière, il y a eu en France plus de 25 millions d'emplois qui ont été créés. Et ce qui, du coup, si on rapporte 300 000 offres d'emploi non pourvues à 25 millions d'emplois créés, finalement, il y a 1% d'emplois qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Et donc, le marché du travail français fonctionnerait à 99% pour les personnes qui y candidatent. Martial Bourquin, votre réaction? Je partage. On a des situations paradoxales. Je partage. Les chiffres que vous donnez sont des bons chiffres, en général. En même temps, le problème de certaines filières professionnelles, mais qui datent depuis longtemps, sont en déficit d'emploi. Un déficit d'emploi qualifié. Où vous avez eu raison de dire, il y a à la fois le savoir-faire et le savoir-être. Et vous êtes aussi exigeant, comme recruteur, sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Il y a un vrai problème, c'est que, d'abord, au niveau de l'orientation, beaucoup plus tôt, il y a des systèmes qui devraient permettre à des jeunes de choisir des métiers beaucoup plus tôt. La deuxième chose, quand on a une absolue nécessité de trouver du personnel formé, il faut savoir maintenant former en situation de travail. Vous avez parlé d'apprentissage tout à l'heure, mais il est très important de mettre les personnes en situation de travail et de leur donner une formation où ils pourront non seulement travailler le quotidien, mais ils pourront ouvrir leurs compétences parce qu'on demande beaucoup. C'est ce qu'on voit, Martial Bourquin, dans ce reportage, cet entrepreneur qui ne trouvait personne, qui décide lui-même de monter son académie pour former lui-même ses futurs salariés. Et je crois que c'est la bonne solution. Et la CPME, semble-t-il, parce que les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, ont vraiment des besoins très cruels. Mais là, il se pose la question de la situation de travail. Pour certains métiers, il faut 3 mois. Un chauffeur poids lourd, c'est 3 mois. Pour des travaux plus compliqués, où il y a des connaissances, il faut 6 mois. Alors, peut-être plus, vous me dites? Oui, plus, oui. Moi, je parle de personnes qu'on met en activité et qui sont capables. Et ensuite,
il y a les exigences du recruteur. Moi, j'ai vu Sochaux, par exemple. Sochaux, avec l'industrie automobile, 3008, ils ne trouvaient pas. Mais c'était essentiellement des emplois à durée déterminée. Et là, inévitablement, il y a des personnes qui ont fait trois missions de 18 mois. On leur avait promis d'être embauchés, ils n'ont pas été embauchés. Il y a une autre usine américaine à côté de nous, Flex & Gate. Ils viennent d'embaucher 150 personnes en CDI. Ils n'ont pas eu de problème pour recruter. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi la qualité de l'emploi, il y a les exigences du recruteur, il y a toute une série... Comment on fait justement pour mettre en phase à la fois les offres d'emploi avec les demandeurs d'emploi? Alors c'est vrai que cette inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi, elle paraît quand même assez paradoxale dans un pays comme le nôtre qui malheureusement connaît un chômage de masse. Où on va atteindre à la fin de l'année, on va dépasser les 9% de demandeurs d'emploi. Alors les raisons, elles ont été clairement expliquées. Il y a quand même un déficit d'image et principalement sur les filières qui sont les plus en tension. L'alimentaire, le service d'aide à la personne, aide ménagère, aide à domicile, l'industrie, l'hôtellerie-restauration, le bâtiment et les travaux publics. Enfin, je vois dans mon département, ce sont des secteurs d'activité qui sont importants. On a du mal à trouver effectivement le bon profil. Alors ça peut être pour différentes raisons, mais je prendrai simplement un exemple qui peut paraître anecdotique, mais aujourd'hui on voit combien on a besoin aussi de tous. Alors côté employeur, côté aussi responsable politique, d'améliorer ou de montrer comment est-ce qu'on peut rendre plus attractifs des postes qui, dans l'esprit d'un certain nombre de nos concitoyens, sont des postes, le métier au nom péjoratif de chaudronnier, par exemple. Aujourd'hui, le chaudronnier, c'est un métier éminemment moderne. C'est un ingénieur qui pilote de la haute technologie. C'est plus quelqu'un qui a un tablier et qui va inhaler des vapeurs toxiques. Donc ça aussi, il y a vraiment tout un enseignement des préjugés, des stéréotypes que nous devons tous porter ensemble. Après, bien sûr, vous avez parlé des rémunérations dans certains secteurs d'activité qui sont trop faibles. Des emplois qui sont à pourvoir, mais qui sont des emplois de courte, voire de très courte durée. Parce qu'on voit bien cette question du pouvoir d'achat et du montant des salaires, elle est au cœur du débat aujourd'hui. Bien sûr. Oui. Donc, après, il y a aussi certainement un manque de motivation de certains demandeurs d'emploi. Je ne fais pas d'amalgame, mais c'est une réalité. Et là aussi, où on va se présenter spontanément sur un poste, on va être amené aussi plus vite peut-être à le quitter et à l'abandonner du jour au lendemain. Je pense en particulier dans la restauration. Donc il y a bien évidemment d'abord la question de la formation initiale, formation continue et formation initiale, l'apprentissage, c'est quand même le grand défi de notre pays où on voit qu'on annonce année après année, mandature après mandature, le chiffre de 500 000 apprentis et qu'on stagne à 300 000. Et donc je rejoins Martial Bourquin, qui a même un problème sur une réforme de l'orientation qui doit être menée. On doit, dès la première année de collège, faire connaître à la fois aux enfants et aux parents le panel de formations existantes pour que, enfin, on arrive à considérer que l'apprentissage n'est pas la voie de garage, n'est pas un échec. Oui. Et on doit aussi changer le rôle des prescripteurs parce qu'eux-mêmes, peut-être qu'ils ne sont pas amenés à mieux vendre l'apprentissage, tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas été eux-mêmes apprentis ou ils n'ont pas aussi entraîné leurs enfants pour leur dire l'apprentissage, c'est aussi une voie royale de formation et donc d'emploi demain. Oui. Joël Mauvigny, il y a plusieurs choses qui ont été dites. Est-ce qu'il y a un problème aussi d'image dans la filière, par exemple, que vous représentez sur ce plateau ? Oui, il y a l'image, je reprends ce que dit madame, elle a entièrement raison. L'image, en tant que j'étais négociateur, en tant que vice-président de l'UDP, sur la formation et sur l'apprentissage. Aujourd'hui, on a 170 000, nous, au niveau de l'UDP, apprentis. Mais l'image, et vous m'avez piqué le mot, la voie de garage, ça ne doit plus exister, ce mot-là. Donc, les parents ne sont pas initiés aussi que la réussite dans les métiers manuels. Et métiers manuels, c'est pas péjoratif. Il faut, pour commander des mains, il faut un cerveau. Donc, si on expliquait aux parents qu'il y a vraiment une réussite où on peut faire vivre des familles, que vous soyez chef d'entreprise ou salarié, décemment, et ça n'existerait pas. Donc, la loi Pénicaud dit que de la 4e à la 1re, on va, et je l'espère, faire découvrir les métiers. Parce que nous, madame, je vais vous dire une chose, on est censuré. Et je le dis... C'est-à-dire, Joël Mauvigny, quand vous êtes censuré. On est censuré, on ne peut pas pénétrer dans les lycées et tout, de manière à faire découvrir nos métiers. Donc j'espère que cette inversion va pouvoir aussi amener les jeunes à découvrir des métiers manuels, parce que quand vous visitez la Suisse, le Danemark et tout ça, la culture n'est pas la même. Ils sont fiers d'être apprentis. Chez nous,
vous le disiez, voie de garage dans la tête des gens. Voilà. Problème culturel, Adrien Clouet, sur certains métiers victimes d'une image un peu trop négative. Je voudrais aussi qu'on revienne sur ce que vous avez dit, Dominique Estrosi-Sassone, puisque parfois, vous avez le sentiment que les individus sont rétifs au travail. Alors là aussi, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le fantasme? Alors du coup, pour répondre sur les deux enjeux, je pense que une des questions les plus importantes sur l'attraction que peut exercer un métier, c'est bien évidemment la manière dont il est mis en scène dans l'espace public, mais aussi quelque chose qu'on voit par exemple en Allemagne ou dans les pays scandinaves, c'est qu'ils sont mieux payés. Quand même une raison aussi assez fondamentale, c'est qu'en France, on paye les métiers manuels au niveau du SMIC, alors qu'en Allemagne, on les paye à un niveau supérieur, notamment grâce aux conventions collectives. Et en revanche, deuxième point sur lequel je voulais répondre, qui est effectivement le point que vous soulevez, qui est celui des demandeurs d'emploi, je pense qu'il faut faire attention à bien distinguer ces deux enjeux, puisque à l'heure actuelle, à Pôle emploi, il y a 5,6 millions de personnes qui sont en recherche d'emploi et disponibles. Donc même si ces personnes prenaient l'ensemble des 300 000 emplois qui seraient non pourvus en France, finalement, il en resterait 19 sur 20. Donc il me semble que cette question du pourvoi ou du non-pourvoi n'est pas une question des politiques d'emploi, c'est une question des politiques de formation, une question sectorielle et de branche, mais qui n'apporte aucune solution pour ce qui est de la question du chômage de masse en France. D'autant plus que dans l'étude que vous évoquiez sur les 300 000 emplois qui seraient non pourvus, en prenant le chiffre l'estimation la plus haute, il est bien précisé qu'il n'y en a que 16% qui sont retirés faute de candidats. C'est-à-dire que la grande majorité des offres en France qui ne sont pas pourvues sont soit parce qu'il n'y a pas d'adéquation aux yeux de l'employeur avec le profil, soit parce que les gens ne peuvent pas déménager, soit parce que les besoins financiers ont disparu, parce que les offres d'emploi sont de plus en plus courtes, et donc lorsqu'on recrute quelqu'un pour 1 semaine ou 2 semaines, eh bien ça varie beaucoup vis-à-vis de la conjoncture, soit également, il faut aussi évoquer ce point, soit à cause de logiques d'infraction. Je pense par exemple aux fausses offres d'emploi qui servent à compiler des bases de CV et qui n'existent pas, qui sont forcément non pourvues parce qu'elles n'existent pas. À ce que je disais, cette actualité autour de la rémunération des salariés. Mais on est au fond des problèmes. Vous parliez d'attractivité de filières professionnelles. C'est quoi l'attractivité? C'est qu'à un moment donné, on ait des développements de carrière. C'est quoi une attractivité? C'est qu'on ait des salaires, des conditions de travail qui soient supportables. Et une fois qu'on a cela, inévitablement, il y a l'attractivité de la filière. Moi, je me suis occupé de la formation sur la Franche-Comté pendant de très longues années. Et j'étais en relation avec votre filière, notamment. Et chaque fois, quand on faisait le plan régional des formations, je disais, écoutez, ça fait bientôt 20 ou 30 ans que cette filière est en difficulté de recrutement, quelle que soit la situation du travail. Et donc, il y a bien un problème d'attractivité. Et vous avez raison. Je connais quelqu'un de très proche qui vient de partir en Belgique. Sur les mêmes postes de travail, ils ont 20 ou 25% de salaire en plus. Un pays comme la Belgique, c'est pas... Il faut réfléchir à la question du pouvoir d'achat. C'est d'actualité aujourd'hui et ça réglera une bonne partie des problèmes. L'autre point, faut pas chercher le mouton à 5 pattes, comme on dit. Parfois, un mouton à 3 pattes. Il faut que les recruteurs soient moins exigeants, c'est ce que vous dites, Marcel Bourquin. Mais bien sûr. Par exemple, moi, en ce qui concerne Sochaux, à un moment donné, il ne trouvait pas. On a l'impression qu'il cherchait pour travailler, faire un travail de monteur en chaîne. Il cherchait des personnes hyper qualifiées. Trop diplômées, Dominique Estrosi. Très diplômées. J'ai un exemple. Un grand magasin ne prenait que des personnes qui avaient une licence, parce qu'il y avait un chômage de masse. C'est pas possible qu'une personne ait une licence, reste caissière dans un magasin. Et il disait, on veut ce niveau-là. Ben non. Ce niveau-là, il est fait pour faire autre chose. Non, je voudrais me placer effectivement du côté des recruteurs. Moi, j'ai moi-même dans mon département la Fédération du bâtiment et travaux publics qui me faisait état du fait que, bien évidemment, il y a des entreprises qui sont audacieuses. Il y a des entreprises qui prennent le risque et qui ont envie simplement de montrer leur solidarité avec la cohésion nationale et sociale du pays, de se dire, ben, moi, je vais tabler sur un jeune ou un demandeur d'emploi qui, aujourd'hui, n'a pas de formation, n'a pas de qualification et je vais le former. Et ça, c'est une très bonne chose. Sauf qu'il faut aussi intégrer le fait que l'entreprise qui prend ce risque, qui montre cette audace, peut aussi être amenée à très vite voir la personne qu'elle a formée partir ailleurs. Et qu'il faut aussi, à un moment donné, qu'elle puisse avoir un retour sur l'investissement qu'elle a consenti auprès de ce jeune qu'elle a formé et le jeune qui partira dans 1 an, 2 ans pour un avenir professionnel meilleur. Mais voilà, ça, c'est aussi important. Donc, je pense qu'il y a aussi du côté des employeurs, bien évidemment, à
prendre en compte cet état de choses. Et je voudrais dire aussi que les filières qui sont en tension, elles ont intérêt à identifier le plus en amont possible l'ampleur et leurs besoins, et l'ampleur de leurs besoins. Parce qu'on voit encore aujourd'hui, trop souvent, d'emplois ou de postes qui ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a pas en face les formations. Mais ces formations, il faut pouvoir les créer, il faut les anticiper pour qu'au moment où il y aura vraiment les besoins, on puisse avoir justement beaucoup de personnes qui répondront à ces profils. Et donc il y a aussi une responsabilité, il y a aussi de la part des filières en tension à anticiper sur l'ampleur de leurs besoins pour qu'on puisse éventuellement en face, avec les acteurs de l'apprentissage, les acteurs de la formation, créer les formations qui pourvoiront aux postes dont elles ont besoin. Joël Mauvignier, pardon, dans l'actualité, excusez-moi. Par exemple, une question de logement, une question de transport. De mobilité. De mobilité. Parfois, il y a des personnes qui ne prendront pas un poste, qui ont la formation et qui ne le pourront pas parce que en mobilité, l'argent qu'ils vont dépenser dans ces mobilités ou un logement qui pourrait être trop cher, ne prendront pas un poste parce qu'ils ne pourront pas. Parce qu'une bonne partie de ce qu'il va gagner va partir dans la mobilité, va partir dans le logement. C'est toutes des questions qu'il faut aborder dans les filières en tension. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir aussi un accompagnement global, du plus jeune âge, pour l'encouragement à la formation, à la reconversion, et aussi effectivement de prendre la façon dont on peut lever ces freins à l'emploi, en l'occurrence le logement et la mobilité. Joël Mauvignier, est-ce qu'il y a aussi une prise de risque de la part des recruteurs? Marcel Bourquin a évoqué le fait qu'ils sont parfois trop exigeants et qu'ils demandent un niveau de qualification trop élevé, pas en adéquation avec le poste proposé. Je suis d'accord. Quand on est chef d'entreprise, moi j'ai une entreprise de 14 salariés, artisanale. On demande l'exigence parce qu'aujourd'hui, nos clients, nos consommateurs, ils demandent aussi de l'exigence. Sinon, ils iraient à la grande surface. Il faut de tout pour faire un monde. Donc c'est évident que moi-même, en tant que meilleur ouvrier de France, je fais très attention à ça. Après... Madame, elle a raison. Je crois qu'on est un petit peu fautifs, nous les chefs d'entreprise. On a délaissé l'apprentissage. On l'a délaissé en disant, quand j'entends mes collègues, certains, c'est plus de mon temps, c'est plus comme avant. C'est des choses que je ne peux pas entendre. Donc aujourd'hui, si on veut... par contre, ce que je dis, c'est que nous, on embauche en CDI. Hein. C'est très bien. Non, mais je tiens à le dire parce qu'on a besoin. Mais l'apprentissage, c'est le b.a.-ba. Et on construit une carrière avec un jeune... c'est énorme, parce que derrière, s'il se sent bien, s'il est bien payé, s'il a tous les avantages de pouvoir créer sa vie professionnelle et sa vie familiale, il restera. Après, les jeunes, il faut qu'ils s'en aillent aussi, voir ailleurs, ça fait partie du système. Mais il faut qu'on revienne aux fondamentaux. On ne peut pas aller chercher des gens... soi-disant qui sont qualifiés, et c'est là où on est déçus. Si nous commençons, les chefs d'entreprise, à former à l'apprentissage, et pour moi, l'apprentissage, c'est pas 16 ans, ça peut être 18, ça peut être 20 ans, il n'y a pas d'âge. Mon fils qui va reprendre l'affaire, il a commencé à 20 ans. Moi-même, j'ai repris l'affaire de mon père, j'avais 18 ans. Donc, au contraire, on s'aguerrit dans les études, etc. Ça fait partie du système. Mais il faut donner la chance aux jeunes. Et il faut qu'on commence à reformer chez nous. Et ça, c'est quelque chose qui a été délaissé. Adrien Clouet, aucun pays n'arrive à avoir zéro offre d'emploi non pourvue. Ça, c'est quand même rarissime. Pourtant, est-ce qu'il y aurait quand même un rôle, notamment de Pôle emploi, qui devrait être un peu plus déterminant pour justement mettre en phase à la fois ces offres et ces demandes? Alors, pour répondre sur le premier angle de votre question, ce n'est pas possible dans la mesure où à partir du moment où vous mettez une offre sur le marché, dans les 5 minutes qui suivent, elle est non pourvue. Donc à partir de là, la question qui se pose, c'est de savoir combien de temps on considère légitime pour qu'une offre soit pourvue. Et on voit à cet égard... C'est quoi la moyenne, pour qu'on ait une idée, par exemple Ça dépend en fait du type de contrat. Un contrat en CDI, ça va prendre plutôt 8, 9, 10 semaines. Des contrats en CDD, ça va être plus court. Des contrats d'intérim, encore plus courts. Donc bien évidemment, il n'y a pas de normes à cet égard et ça dépend des contrats. Mais l'enjeu de Pôle emploi, c'est de mettre des personnes face à des offres. Et aujourd'hui, en France, une des contraintes les plus fortes qui pèsent sur Pôle emploi, c'est qu'il y a beaucoup plus de chômeurs inscrits à chaque moment que d'offres d'emploi qui sont disponibles en face. Donc à partir de là, l'activité de Pôle emploi peut être la plus performante possible. S'il y a un décalage et qu'il y a beaucoup de chômeurs et peu d'offres d'emploi, ce n'est pas Pôle emploi qui va pouvoir mener une activité sur ce front pour les faire baisser. Et je voudrais également souligner que cette question des offres d'emploi non pourvues, elle est extrêmement liée à la libéralisation du marché du travail, puisque quand on voit que dans ces offres d'emploi non pourvues, il y a beaucoup de CDD ou d'emplois à temps partiel,
ce sont autant d'offres qui ne suffisent pas à occuper quelqu'un pour survivre. Parce que lorsque, sur les 300 000 non pourvus, il faut que des chômeurs en prennent 2 pour réussir à obtenir un revenu normal, ou alors qu'ils en prennent 3 dans l'année, ou qu'ils en prennent 3 dans l'année successivement comme CDD, finalement, on peut douter du fait que 300 000 offres d'emploi non pourvues suffiraient à occuper 300 000 personnes. Et on voit depuis les années 2000 que ça ne cesse d'augmenter dans les discours sur le non-pourvoi, mais qu'en même temps, le nombre de recrutements aussi ne cesse d'augmenter. Il y avait 13 millions de recrutements par an en l'an 2000, on est à 25 millions aujourd'hui. Donc en France, on n'a jamais autant recruté, mais jamais autant recruté qu'en emploi précaire. Eh bien, très bien. Eh bien, merci à vous, Adrien Clouet. Merci d'avoir ouvert ce débat sur ce plateau. Merci d'être venu lancer cet appel pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Il y a des emplois pour voir dans votre secteur. Merci à tous les 4. Vous le savez, dans Sénat 360, on vous fait vivre les travaux parlementaires. On va prendre la direction de l'hémicycle où nous attend Alexandre Poussard. C'est une proposition de résolution qui est examinée en ce moment. Elle vise à mieux rémunérer les agriculteurs qui protègent l'environnement. Oui, Delphine, les sénateurs socialistes proposent de rémunérer davantage les agriculteurs qui protègent l'environnement grâce à leurs bonnes pratiques. On parle beaucoup des pesticides des agriculteurs qui polluent, mais n'oublions pas ceux qui, par leur mode de production, ont un effet positif sur la santé des écosystèmes. Et cet outil est déjà expérimenté dans les territoires. Et Franck Montaugé, le sénateur socialiste et auteur de cette proposition de résolution, a pris l'exemple de son département, le Gers, avec une société fabricant du pop-corn qui rémunère davantage ces producteurs de maïs s'ils utilisent des techniques peu émettrices en gaz à effet de serre, notamment des techniques qui couvrent le sol de végétaux. Et puis les sénateurs socialistes demandent que ce nouvel outil de rémunération environnementale soit financé par une partie de la politique agricole commune 2020, une idée à laquelle s'oppose la droite sénatoriale. Écoutez le sénateur Les Républicains, Laurent Duplon. Certes, le système alimentaire mondial est responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, selon l'index de durabilité des systèmes alimentaires, la France occupe depuis 3 ans la première place du classement des systèmes alimentaires les plus durables au monde. Mes chers collègues, contrairement à ce qui est véhiculé, nous sommes déjà exemplaires. De plus, alors que toutes les craintes d'une diminution importante du budget de la PAC se profilent avec le risque de déstabiliser la ferme France, pourquoi amplifier cela par une ponction sur le premier pilier pour financer ces mesures agro-écolo bobo environnementales? Et notez que c'est une proposition de résolution qui, si elle est adoptée, n'a pas valeur de loi. Une résolution est censée donner l'avis du Parlement sur un sujet précis. Merci à vous, Alexandre. Et justement, vous en parliez, cette proposition de résolution est à l'initiative du sénateur socialiste du Gers, Franck Montaugé. Il est avec vous, Tam Tranui. Oui, Franck Montaugé, pour vous, il faut récompenser les agriculteurs qui font des efforts environnementaux. Est-ce que votre initiative veut montrer qu'il n'y a pas que l'écologie punitive et qu'il donc il faut changer aussi de paradigme aujourd'hui ? Il s'agit de récompenser en fait et de payer la contribution des agriculteurs à l'intérêt général et la réponse qu'ils apportent positive aux grands enjeux climatiques par exemple. Je vous donne un exemple par rapport à certaines techniques particulières de culture, on séquestre plus ou moins de carbone dans les sous-sols et donc la contribution à la problématique du réchauffement climatique elle est plus ou moins importante. Et on pense que ce service qui est rendu par l'agriculteur à la société dans son ensemble doit être reconnu et doit être valorisé. On doit lui payer. Et c'est tout l'enjeu des paiements pour services environnementaux. Est-ce que cette proposition de résolution ne résonne pas avec le contexte actuel quand on voit que l'écologie elle a été aujourd'hui associée à la hausse de la taxe sur les carburants et je le disais à l'écologie punitive, il faut aussi montrer un autre visage de l'écologie et il ne s'agit pas seulement que des agriculteurs. Je pense qu'on ne convaincra qu'avec des mesures positives et notamment des mesures de reconnaissance et je crois que je suis convaincu et c'est l'esprit de ce texte que la société doit reconnaître la contribution des agriculteurs à ce qu'ils apportent et donc on incite par ce texte le gouvernement à s'engager dans la création de paiements pour services environnementaux dont le financement, c'est un point important, ne doit pas consister à prendre dans le premier pilier ou même le deuxième pilier. Nous pensons que le financement de ces paiements pour services environnementaux
environnementaux doit être réalisé à partir du plan et du fonds biodiversité qui est disponible pour cela et dont c'est l'objectif. Et on a entendu, hein, c'est bien sur la question du financement qu'il y a eu débat tout à l'heure dans l'hémicycle. Voilà. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles bien, la droite sénatoriale s'oppose à votre proposition de résolution. Mais, si vous me permettez, je pense que les Républicains, entre autres, et peut-être d'autres à droite, n'ont pas compris. Donc il y a des incompréhensions. Il y a des incompréhensions profondes. Je pense qu'il y a des positions dogmatiques aussi, hein, puisqu'il s'agit d'écologie et quelque part d'agroécologie. Oui, on a entendu tout à l'heure Laurent Dupont fustiger les bobos, l'agriculture bio. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et je tiens à le préciser parce que c'est un point important. Avec la valorisation de ces paiements pour services environnementaux, on va aussi répondre en partie, pas en totalité, à la question du revenu des agriculteurs. Il s'agit de rajouter du revenu à partir de ce qui existe déjà et qui figure pour l'essentiel dans la PAC, premier pilier ou deuxième pilier. Donc c'est quelque chose qui se rajoute, c'est pas quelque chose qui se substitue à ce qui existe déjà. Dans un contexte futur de baisse du budget de la politique agricole commune, je pense que c'est une occasion qu'il faut saisir et c'est ce que nous avons essayé de défendre sans forcément convaincre apparemment tout le monde, mais voilà, parfois il y a des positions qui sont politiciennes ou dogmatiques et je suis le premier à les regretter. Est-il important aujourd'hui aussi de changer l'image des agriculteurs en France quand on les associe très souvent, notamment à l'utilisation des pesticides Oui. Moi je crois qu'il y en a assez de agribashing, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Les agriculteurs prennent de la peine, ils prennent de la peine pour nous tous, ils prennent de la peine pour la société, et il faut les reconnaître pour ce qu'ils font et pour les efforts qui sont les leurs et qui sont considérables, avec souvent des revenus qui ne sont pas au rendez-vous. Donc voilà, moi l'agribashing ça suffit, et justement les paiements pour services environnementaux permettent de porter un regard extrêmement positif sur l'ensemble de la profession agricole, sur l'ensemble des agricultures. Je ne distingue pas les unes et les autres. Et je crois que ça répond aussi, ce faisant, à une attente sociétale forte. Et l'occasion avec les PSE se présente. Je crois savoir que le gouvernement est favorable à ces résolutions. Voilà, l'État a déjà commencé à travailler sur le sujet, l'INRA en particulier. Donc je pense qu'on débouchera sur des propositions de dispositifs et j'espère qu'à un moment donné, on pourra payer les agriculteurs pour les services environnementaux qu'ils rendent à la société française et à la planète de manière générale. Merci beaucoup Franck Montaugé d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Merci à vous, Tam, pour cette réaction en direct. On en vient à ce temps fort de l'actualité avec cet attentat terroriste à Strasbourg. La capitale alsacienne a été frappée hier par un acte terroriste. Cela ne fait désormais plus de doute selon les déclarations du procureur de la République. Un individu a tiré hier sur les passants en plein marché de Noël au cri de Allah Akbar, tuant 2 personnes et en blessant 13. Il a réussi à prendre la fuite. Alors retour sur ces événements avec Sarah Bencherifa. Strasbourg, sous le choc. Il est 19h50 hier soir lorsqu'un homme armé d'un couteau et d'une arme de poing attaque des passants dans les rues de la capitale alsacienne. Entré par le pont du Corbeau, il se déplace aux abords du marché de Noël, alors fermé. Direction la rue des Orfèvres, il fait feu sur plusieurs promeneurs. Le bilan, 2 morts et 14 blessés. Quelques mètres plus loin, il braque un taxi et se dirige vers le quartier de Neudorf, échange de coups de feu avec les forces de l'ordre. L'homme est blessé, mais parvient à s'échapper. Immédiatement, le ministre de l'Intérieur annonce le déploiement des forces armées. Il y a actuellement 350 personnes qui sont mobilisées sur le terrain pour tenter de mettre un terme à sa fuite. 100 personnels de la police judiciaire sont en activité. 2 hélicoptères. Les brigades et les services du RAID, de la BRI, mais aussi les soldats de Sentinelle sont sur le terrain. Alors, qui est l'attaquant de Strasbourg? Il s'agit de Shérif C, 29 ans, né à Strasbourg, il est fiché S. En 2016 et 2017, il fait de la prison pour vol en Allemagne, en Suisse et en France. Shérif C était déjà recherché pour des braquages et tentatives de meurtre. Hier matin, la police était venue l'interpeller à son domicile où il était absent. Il est également fiché FSPRT, c'est-à-dire qu'il était reconnu par les services de renseignement pour radicalisation. Au regard du lieu ciblé,
du mode opératoire employé par l'assaillant, de son profil sur lequel je reviendrai dans un instant, et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crier « Allah Akbar », la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits dès hier soir. Suite à cette attaque, le plan Vigipirate est passé au niveau urgence attentat. Les écoles et les lycées n'ont pas fait cours et le marché de Noël est resté fermé. Le dispositif a été renforcé avec plus de 700 hommes sur le terrain. L'homme, toujours en fuite, est activement recherché. On retourne à la salle des conférences pour une nouvelle réaction. Avec vous, Tam Tranui, avec le sénateur socialiste Jean-Yves Lecomte. Oui, Jean-Yves Lecomte, on entend notamment à droite des personnes qui réclament une évolution de notre droit face à la nouvelle menace terroriste. Est-ce que pour vous, eh bien, le droit doit aujourd'hui évoluer et s'adapter ? On peut toujours imaginer des évolutions du droit. Par principe, il faut toujours regarder si c'est possible. Il y a peut-être des choses qui méritent d'être améliorées. Mais si vous pensez plus particulièrement au fichier S, je crois que ça relève de la démagogie irresponsable. Oui, la rétention administrative des fichiers S, les plus dangereux maintenant, dit la droite, ce que disait Eric Ciotti ce matin. Pour vous, c'est démagogique, ce n'est pas responsable? C'est totalement irresponsable. Un fichier S, c'est quelqu'un que les services de renseignement ou les services de police considèrent comme quelqu'un qui mérite d'être surveillé. Ça n'emporte pas de conséquences pour la personne. Si ça emportait des conséquences pour la personne, il y aurait toutes des procédures de décision, de recours qui emboliseraient les tribunaux administratifs et qui, par conséquent, engendreraient beaucoup plus de méfiance et de limitation pour les services de renseignement et les services de police à ficher des gens. Si à chaque fois qu'on fiche quelqu'un, ça avait des conséquences pour la personne et que ça devait pouvoir engendrer des recours, les services de renseignement ou la police à se justifier face au tribunal administratif, finalement on aurait beaucoup moins de fichiers S. Moi je trouve que c'est paradoxalement plutôt satisfaisant de voir que les services de renseignement ont identifié les personnes dangereuses, puisque la plupart du temps, lorsqu'il y a un attentat, elles sont effectivement fichées. La question qu'il faut se poser après, c'est la question des moyens. Oui. La question des moyens. Problème dans la surveillance de ces personnes, des moyens qui ont été associés à la surveillance de ces personnes. À l'évidence, c'est une question de moyens. À l'évidence, il n'y a pas assez de moyens. Les personnes qui sont dangereuses ont été identifiées. Je pense que si ça emportait des conséquences pour les personnes, on en différerait moins, c'est-à-dire qu'on en ficherait S moins, si à chaque fois elles avaient des restrictions de droit qui conduiraient à devoir se justifier, les services administratifs à se justifier face au tribunal administratif, soit on ne serait plus dans un état de droit, soit ils s'auto-limiteraient. Donc ce n'est pas souhaitable. Par contre, il y a une question de moyens. Et lorsqu'on voit en plus M. Ciotti surfer sur l'actualité en disant d'un jour à l'autre des choses complètement contradictoires, la semaine dernière, on a constaté que les services de renseignement, concentrés, même si peut-être pas assez, et peut-être pas avec assez de moyens sur la lutte antiterroriste au cours des dernières années, avait probablement pas les capacités, on l'a vu lors de l'audition de Christophe Castaner et de M. Nunes, d'évaluer la capacité, la mobilisation des casseurs, les conséquences que ça pouvait avoir au moment des manifestations des Gilets jaunes. Donc si on veut vraiment être capable d'avoir des services de renseignement qui travaillent tout azimut, on ne peut pas se dire, tiens, aujourd'hui, oui, c'est cette priorité, puis 2 jours après, dire c'est un scandale parce que c'est pas cette priorité, maintenant c'est autre chose, parce que l'actualité change, et M. Ciotti change. Justement, vous dites l'actualité change. Est-ce que vous pensez que le mouvement des Gilets jaunes, les mobilisations qui étaient prévues pour ce week-end, peuvent encore se poursuivre dans ce contexte? On voit bien, par exemple, à l'Assemblée nationale, le groupe socialiste a finalement reculé sur la motion de censure, elle estime que c'est plus le moment maintenant. C'est évident qu'il y a une conjonction de choses qui sont, j'allais dire, dramatiques pour l'activité du mois de décembre, pour les commerçants. Quand on a ce genre d'attentat, c'est effectivement toujours plutôt plus difficile, alors qu'on a besoin d'un peu de mobilisation, de communion nationale, de se déchirer sur d'autres sujets. On va voir l'ordre des priorités en ce moment. Le fait est que la menace n'a jamais été à zéro.
que simplement on accumule un certain nombre de priorités, et par conséquent, et qu'il ne s'agit pas non plus de dire que ce qui était la vérité d'hier n'est plus une vérité d'aujourd'hui en ce qui concerne la mobilisation des Gilets jaunes. Voilà, c'est vrai que chacun doit penser aujourd'hui qu'on arrive à la fin décembre et que la mobilisation des Gilets jaunes et ce qui s'est passé à Strasbourg au marché de Noël vont profondément atteindre l'activité économique du mois de décembre, aura des conséquences aussi sur le pouvoir d'achat. Bien, merci beaucoup Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Et on continue de voir les réactions de la classe politique avec Jonathan Dupriez. Y a-t-il eu des trous dans la raquette ? Alors que l'auteur de l'attentat de Strasbourg est toujours en fuite, l'extrême droite et la droite, à l'image de Laurent Wauquiez, plaident pour un durcissement de la législation antiterroriste. Combien d'attentats commis par des fichiers S devons-nous encore subir avant d'adapter notre droit à la lutte contre le terrorisme? Qu'attendons-nous pour enfin livrer bataille, pour éradiquer l'intégrisme qui nous a déclaré la guerre? De leur côté, en pleine crise sociale, les autorités en appellent à la retenue de la classe politique. La menace terroriste est toujours au cœur de la vie de notre nation. Le sens de l'intérêt général devrait amener chaque responsable politique au calme et à la retenue. Pour certains caciques de la gauche, pas question de s'engouffrer dans la polémique. Il n'y a même pas le temps du recueillement qui est respecté vis-à-vis des familles. Moi, je le regrette profondément. Les mêmes qui disent cela ne sont pas ou ne sont plus aux responsabilités depuis longtemps. S'ils avaient connu les périodes que nous avons connues quand nous étions au gouvernement en tant que socialistes, ils pourraient constater que le risque zéro n'existe jamais. À Strasbourg, un assassin a frappé avec les méthodes des terroristes. Jean-Luc Mélenchon est l'un des derniers leaders politiques à s'être exprimé sur l'attaque de Strasbourg. Ne laissons pas les terroristes nous terroriser, a-t-il dit, tout en témoignant sa solidarité envers les victimes et leurs familles. Et on va continuer d'analyser cet attentat avec mes invités sur ce plateau. André Reichardt, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR du Bas-Rhin. Jean-Marie Bockel est également avec nous. Bonsoir, vous êtes sénateur centriste du Haut-Rhin. Michel Boutan est également sur ce plateau, sénateur socialiste de la Charente. Et puis Alain Richard, bonsoir, vous êtes sénateur La République En Marche du Val d'Oise. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, André Reichardt. Strasbourg, le symbole de l'Europe attaquée. Vous étiez à Paris hier soir. Comment avez-vous appris cette attaque ? Je l'ai appris avec beaucoup de tristesse. Ça fait naturellement quelques années déjà, presque 2 décennies. La première attaque, heureusement endiguée, date encore qui s'en souvient encore, d'Al-Qaïda. Donc c'était au début des années 2000. Oui. Mais nous savions que nous étions une cible, bien sûr. Jusqu'à présent, nous avons régulièrement échappé à ce type d'attentat. Voilà, c'est arrivé, c'est dramatique naturellement, à la fois bien sûr pour les victimes, pour les familles des victimes, mais c'est aussi dramatique, j'ose le dire, moi qui suis alsacien, pour la totalité de la population alsacienne. C'est un symbole là qui est touché très clairement, sans même parler naturellement du drame économique en question, parce que arrêter comme ça un marché de Noël, même s'il reprend dans quelques jours ou je ne sais quand, c'est vraiment une atteinte très forte portée sur le plan économique qui s'ajoute à d'autres atteintes sur lesquelles je ne souhaite pas revenir ici. Mais vraiment, beaucoup de tristesse. Et j'ai vraiment le sentiment que les Alsaciens vont avoir besoin de temps pour amortir le coup. Même sentiment, Jean-Marie Bockel ? Oui, je ne saurais dire mieux. Moi-même, j'ai été alerté hier soir par ceux de mes enfants qui vivent à Strasbourg en disant... Ne vous inquiétez pas, nous sommes confinés à la maison, mais en même temps, on s'inquiète quand même pour tous ces habitants qui étaient dehors et on pense à ces victimes, à leurs familles. Évidemment, on se dit tous, on pourrait être concerné, donc on est concerné. Et pour le reste, outre ce qu'a dit mon collègue et que je partage, nous avons aujourd'hui vraiment un devoir à la fois évidemment de compassion, mais aussi de responsabilité sur le plan sécuritaire, parce que les choses ne sont pas terminées. En même temps, on a dans toutes nos villes d'Alsace et d'ailleurs des marchés de Noël, et chaque fois les autorités à la fois
de la police nationale, de l'État, mais également local, ont pris toutes les précautions et ont décidé qu'on allait continuer à vivre, donc maintenir cette période de Noël, à la fois pour ce que les gens en attendent, mais aussi pour notre économie. Et nous sommes aussi dans l'état d'esprit, bien sûr, de prendre le temps de la réflexion, du recueillement et de ne pas nous laisser terroriser par les terroristes. Voilà, on a tous ces sentiments en même temps en nous-mêmes aujourd'hui. Michel Boutan, c'est vrai qu'il y a toujours ces questions au moment des marchés de Noël. On s'était rappelé, hein, ça avait déjà été l'objet de cibles terroristes avec un attentat déjoué. C'était en 2000, Al-Qaïda qui projetait déjà de cibler le marché de Noël de Strasbourg. C'est compliqué, on voit qu'il y a une ambiance de couvre-feu qui règne encore aujourd'hui sur place. Certains disent qu'il est absolument impossible de filtrer tout individu qui participe à ce marché de Noël. Il y a eu récemment un très beau reportage, un très beau documentaire fait sur l'histoire du terrorisme en France et qui revient sur l'attentat déjoué à Strasbourg en 2000. Mais plus près de nous, il y a eu pour le marché de Noël à Berlin un attentat il y a 2 ans. Donc l'un de mes collègues parlait de symboles qui étaient agressés, c'est tout à fait le cas. On sait que dans les pays rhénans, dans les pays germaniques, c'est une institution que le marché de Noël. Et on se trouve parfois un petit peu désemparé. On pensait qu'une fois que Daesh serait mis à terre au Levant, que peut-être les choses se calmeraient. Puis finalement, on se rend compte que ce sont des attentats pratiquement individuels qui sont commis par des gens difficiles à repérer, que ce soit à Marseille ou que ce soit à Strasbourg hier soir. Richard, votre sentiment sur ce qui s'est passé hier soir? J'attends qu'on en sache un peu plus sur l'enquête qui va se dérouler, puisqu'il y a une coïncidence très forte. Cet individu était multirécidiviste, naturellement très, très fortement identifié, et il passe à l'acte en ayant fait les préparatifs, à la suite d'une perquisition, mais pas d'une perquisition administrative, d'une perquisition judiciaire à la recherche d'une autre infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise. Et donc, est-ce que, du coup, le passage à l'acte, à ce moment-là, est le résultat de la surprise pour lui de faire l'objet de la perquisition, ou est-ce que c'était planifié pour arriver à ce moment-là? Mais enfin, ça nous démontre que tous les efforts de prévention qu'on fait, qu'on a énormément multipliés depuis maintenant 8-10 ans, arrivent à réduire les possibilités de déclenchement d'attentats, mais ne les suppriment pas entièrement. On va aussi examiner, débriefer, comme on dit, comment les uns et les autres sont intervenus. Mais on voit bien qu'il y a eu déjà 2 déclenchements de tir pour neutraliser l'individu dans les minutes qui ont suivi son passage à l'acte. Donc là aussi, est-ce qu'on doit faire encore mieux? Comment s'y prendre sur le plan opérationnel dans des zones très denses comme, très pleines de public comme ça? Donc je crois que malheureusement, il faut que, après le recueillement et les manifestations de respect qu'on partage tous, il y a un travail de poursuite, d'analyse de nos savoir-faire, de nos modes d'emploi pour empêcher au maximum la commission de ces actes. Il y a juste, en écoutant Alain, Richard, un point qui me revient à l'esprit, je le dis sous le contrôle d'André Richard. Il y a quelques mois, à Strasbourg, une cellule terroriste avec cache d'armes lourde à la maison a été découverte avant attentat. Il s'agissait d'un employé de périscolaire fonctionnalisé récemment de la ville de Strasbourg. Et mon propos n'est sûrement pas de mettre en cause la ville de Strasbourg. J'aurais été maire, j'aurais fait pareil, car c'était un employé, en l'occurrence modèle, donc pas le même profil. Je le sais parce que c'était l'animateur périscolaire d'un de mes petits-enfants. Donc je me souviens très bien de cet épisode. Et là, les services de police ont fait en amont ce qu'il fallait, et voilà, c'est... là, cette fois-ci... Dans ce cas-là, ça ne fait pas breaking news. Voilà, c'est ça. André Reichart, c'est vrai qu'on parle souvent aussi de Strasbourg comme un fief de radicalisation. Il y a eu cette filière qui a été démantelée en 2014 avec ses départs vers la Syrie. Est-ce qu'il fallait peut-être une attention particulière accentuée sur, justement, la capitale alsacienne ? Alors je suis de ceux qui pensent que oui, Strasbourg, ce n'est pas une ville comme une autre. Je ne parle même pas de l'Alsace, qui naturellement est frontalière. Strasbourg, c'est quand même le siège des institutions européennes. Ça en fait d'elle naturellement une cible extraordinaire, doublée du marché de Noël. Donc ça m'a amené au mois de juin dernier à demander d'ailleurs à monsieur le préfet de région l'organisation d'une réunion avec les parlementaires qui a eu lieu exactement le 21 septembre.
Et nous voulions des chiffres, on en a eu. C'est un secret de polichinelle de dire que il y avait à l'époque, ça remonte à 2 mois, 273 personnes fichées S. Alors on peut discuter, encore une fois, un groupe de travail créé à l'initiative de la commission des lois dont nous sommes, Alain Richard et moi, va connaître mercredi prochain des résultats la commission des lois va connaître du résultat de ce rapport, donc on verra. Mais indépendamment du nombre, moi ce qui m'a vraiment choqué, c'est d'apprendre par la bouche des services du préfet lui-même que 40 personnes à Strasbourg étaient susceptibles de passer à l'acte d'un moment à l'autre. 40. Donc vous avez compris que franchement, c'est pas partout, hein, ça c'est clair, c'est pas partout, d'où nécessité, je le crois, et sans esprit polémique ou autre, surtout d'éviter qu'on réduise d'une façon ou d'une autre dans le futur budget les moyens mis à disposition de l'armée, des services de police. Il faut que ces moyens soient là et que j'espère qu'à la suite des annonces du président de la République, il n'y aura pas des réajustements de crédit au détriment éventuellement de ces moyens. Ils sont indispensables et on le voit bien, même si, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Je suis bien sûr d'accord avec ce qu'ont dit mes collègues. Le risque zéro n'existe pas, mais il y a quand même toujours cette question des fichiers S qui revient dans le débat à chaque attentat. Je vous propose d'ailleurs de voir les explications de Michael Spitzberg sur ce point. L'attentat commis à Strasbourg hier soir pose une nouvelle fois la question de la gestion des personnes fichées S, responsables de 80% des attentats commis sur le territoire. La France compte aujourd'hui près de 20 000 individus surveillés de près par les services de sécurité, répartis sur tout le territoire, avec des foyers plus prononcés dans le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, le pourtour méditerranéen et l'Alsace. La moitié des fichiers S sont soupçonnés d'être liés à la mouvance islamiste et près de 4 000 d'entre eux sont des étrangers, qui doivent être expulsés, estime Marine Le Pen. Dans les fichiers S, il y a des étrangers et des Français. Là, il est français. Si déjà on expulsait les étrangers, on ne les conservait pas sur le territoire, ce serait autant de moyens qui seraient accordés supplémentaires pour pouvoir surveiller les Français. Voilà. Or là, on surveille tout le monde, avec évidemment le risque qu'il y en ait un certain nombre qui passent au travers des mailles. Je pense que le simple fait d'avoir un contact, quel qu'il soit, avec des organisations terroristes, doit vous faire traduire devant la cour d'assises pour intelligence avec l'ennemi. Alors, l'arsenal français est-il adapté à la menace des personnes radicalisées ? Une mission sénatoriale d'évaluation de la loi d'octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme se penche sur la question depuis 1 an. Pour son rapporteur, ce qui manque principalement, ce sont les moyens financiers et quelques améliorations. Les lois qui ont été votées sur les moyens donnés aux services secrets, sur les moyens donnés à la police et surtout la loi qui a suivi l'état d'urgence donnent des outils adaptés à la situation. Sauf que ces outils, pour être mis en œuvre, supposent des moyens supplémentaires dont ne disposent pas suffisamment et la justice et la police et les services secrets. On peut améliorer quelques articles de la Constitution qui nous permettraient d'être plus efficients. Au cours des 12 derniers mois, 70 attentats auraient été déjoués en France. Alain Richard, on vient d'entendre à la fois Marine Le Pen, mais aussi Laurent Wauquiez qui demande la rétention administrative, l'expulsion des fichiers S étrangers les plus dangereux. Oui, précisément, comme le disait André Richard tout à l'heure, nous allons rendre compte demain, non, mercredi prochain, je dis une bêtise, à la commission des lois du travail que nous avons fait autour de notre président pour analyser les fiches S. Bon. J'aime autant ne pas entrer dans le détail. Mais par définition, la fiche S est un outil qui ne décrit pas l'ensemble des données qu'on a sur l'individu et qui est simplement un outil de transmission d'informations entre différents services qui peuvent en recueillir ou en apporter. Donc, et lorsqu'un individu sait qu'il est fiché S, la fiche a perdu 60 ou 70% de son efficacité. Donc, d'en faire un outil qui permette de dire on en sait suffisamment, on a suffisamment de données établies sur l'individu X ou Y pour prendre une mesure administrative à son encontre, ça peut se produire, et d'ailleurs ça se produit pour les expulsions des territoires, mais c'est une autre phase que la fiche S. La fiche S, c'est ce qu'on appelle dans la vie de bureau classique une fiche navette.
Ça n'est pas un outil de preuve pour établir la dangerosité de quelqu'un. SPRT, oui, c'est le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation, Michel Boutan. Oui, c'est un fichier, effectivement. La personne suspectée d'avoir commis cet attentat est figurée dans ce fichier qui relève, qui signale toutes les personnes qui sont en cours de radicalisation ou qui seraient sur le point de commettre des actes de terrorisme. Alors, nous avons le suspect s'était radicalisé en prison. Hein, oui. Alors, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en œuvre. Vous parlez de la prison et de la radicalisation. Le service du renseignement s'est étendu, par exemple, depuis quelques mois aux prisons pour lutter contre ce phénomène de radicalisation. Sauf qu'il est en pleine montée. Depuis 2015, quand même, depuis le vote de cette loi sur le renseignement qui permet à nos services, tout en les protégeant sur un plan juridique, mais d'avoir accès à des techniques en fonction des soupçons qui peuvent peser sur telle ou telle personne, ont été mis en œuvre. Et la loi de programmation militaire que nous venons de voter, pour radicalisation, notamment de la part de la DGSI, il faisait l'objet, nous dit-on, d'un suivi actif. Oui. Oui, il a même été incarcéré. S'il est avéré que c'est bien cette même personne, il était incarcéré en Allemagne il y a quelques mois seulement. Et il allait être perquisitionné. À nouveau. Il y a, outre ce que viennent de dire mes collègues, il y a un autre aspect qui ne concerne pas l'attentat d'hier, mais qui concerne par exemple celui que j'évoquais tout à l'heure, qui a été empêché donc, de cet employé municipal de Strasbourg, et qui concerne en fait les maires et les territoires. Ouais. Car nous sommes souvent, nous ne sommes plus maires, mais nous l'avons été, ils sont souvent nos collègues concernés, soit par des embauches, soit par la présence dans différentes activités associatives ou autres, où la mairie et les organismes qui en dépendent jouent un rôle. Et là, c'est posé, il y a même eu une polémique à une certaine époque, la question de la transmission. Le travail qu'on avait fait sur cette question de la radicalisation et des collectivités locales au sein de la délégation aux collectivités locales, c'était, je crois, l'an dernier, c'était, au fond, ça se résume en une phrase, nous avons besoin de savoir ce qu'il est utile que nous sachions. Nous n'avons pas besoin d'être surinformés. Nous n'avons pas besoin de savoir des choses dont nous ne saurons que faire. Mais le climat de confiance qui existe sur les contrats locaux de sécurité depuis maintenant longtemps entre l'État local et les territoires et qui permet de faire un vrai travail de prévention meilleur que par le passé, doit aussi exister sur la prévention du terrorisme ou plus largement des menées radicales, islamistes, etc. Et là, je pense qu'il faut qu'on ait une attitude. Parce que visiblement, pragmatique. Strasbourg, votre ancien collègue sénateur, interrogé ce matin par nos collègues sur nos consoeurs et nos confrères sur France Inter, disait ne pas avoir été au courant de la présence de ce fichier S, peut-être. Il ne faut pas forcément qu'on ait tous les fichiers S, parce qu'on serait encombré de renseignements souvent inutiles pour la collectivité locale. Mais il faut qu'on ait un certain nombre d'informations sur des personnes auxquelles on a affaire. Quand la personne sait qu'elle est fichée S, la fiche ne sert plus à rien. De surcroît. Donc s'il y a 50 personnes qui sont sur le circuit, évidemment, c'est contre-productif. Vous êtes d'accord, André Chart? Écoutez, ça aurait changé quoi dans le cas présent? Rien. Le maire de Strasbourg. Il aurait peut-être pu faire l'objet d'une surveillance particulière, la police municipale qui œuvre aussi peut-être sur le marché de Noël, non? Non, mais la police municipale ne demande. Enfin, excusez-moi, on peut considérer que le marché de Strasbourg était correctement sécurisé, pas assez, on le voit bien, mais correctement sécurisé. Moi, j'y vais régulièrement, je vois comment c'est. Bon, alors on peut reprocher plein de choses. Pourquoi la sécurisation ne commence-t-elle que le matin à 11h, se termine à 19h? La personne peut venir le soir, après 20h, cacher une arme et la récupérer le lendemain entre 8h et... Il y a plein de choses à dire. Pourquoi le tram puisse-t-il continuer encore à traverser la ville? On peut dire plein de choses. Mais on voit bien quand même qu'à l'heure actuelle, beaucoup de mesures sont prises pour justement empêcher le maximum de difficultés de ce type. De temps en temps, il peut y en avoir une. Encore une fois, vous voyez la police municipale demander les papiers à chacun pour savoir qui est la personne qui descend du tram à tel endroit, parce qu'il y a des... C'est juste pas possible. Encore une fois, moi j'étais maire aussi... par contre, je demande le fichier domiciliaire, c'est autre chose. Moi, je demande un fichier domiciliaire, c'est-à-dire que le maire puisse savoir qui vit dans sa commune. Et encore une fois, c'est quelque chose qui existe en Alsace, qui a rendu d'énormes services et qui existe encore, mais qui n'est plus sanctionné. Moi, je demande ce fichier domiciliaire pour 36 000 raisons. Bon, ça peut apporter un peu. Mais vous avez compris que les fiches S, franchement...
qu'en aurais-je fait, et encore une fois, qu'en aurait fait Roland Ritz? La question qui reste d'actualité, c'est évoqué dans les reportages, c'est quand même la question des moyens. Et cela dit sans aucun esprit polémique, parce que les moyens ont été améliorés, ont été adaptés, mais là on entend que ce soit par exemple les moyens CRS. Alors là, c'est pas des moyens d'investigation, mais c'est des moyens de présence à certains moments. Il y a certainement encore, en termes d'effectifs et de concentration de ces effectifs dans les endroits les plus sensibles, il y a encore des progrès à faire. Quand mon collègue disait, il faut surtout pas que ces moyens soient sacrifiés, il faut même qu'ils continuent de manière raisonnable, adaptée, à être augmentés. Et les moyens d'investigation aussi, parce que c'est vrai qu'il faut faire face aujourd'hui à de nombreuses menaces. Ça, on peut le dire sans esprit polémique, surtout que des progrès ont été faits, il faut encore en faire. Alain Richard, je voudrais également vous entendre sur... Pardon. Sans esprit polémique, on peut même dire réaugmenter. On peut même dire ça, oui. Oui. Alain Richard, je voudrais aussi vous entendre sur la création d'un parquet national antiterroriste, puisqu'on sait qu'il y a cette CMP, cette commission mixte paritaire, ce sera demain sur le projet de loi de justice. Le Sénat a dit non à cette proposition du gouvernement. Est-ce que ça prend un relief particulier? Je n'étais pas de l'avis de la majorité qui a voté cette disposition, parce que, par différents biais, je connais un peu le parquet de Paris. C'est une très très grande institution qui a évidemment une charge de gestion d'intervention judiciaire absolument massive, dans laquelle il y a en réalité un noyau important de magistrats du parquet qui interviennent pour la fonction terroriste, avec un seul procureur qui fait les deux. Ce qui, même malgré tout l'admiration qu'on peut avoir pour le procureur François Molins, fait forcément que dans les journées de 24 heures, ça veut dire qu'il délègue beaucoup plus. À X aujourd'hui. Donc, il me semble vraiment... Oui, comme c'est un Alsacien, pardon, j'aurais dû... Oui, mais il a été procureur général de Colmar, mais oui, donc j'aggrave mon cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y ait un chef hiérarchique du parquet national terroriste, et pas d'un parquet territorial. Et le texte du gouvernement prévoit, parce qu'il n'est pas idiot, tout ça est quand même un peu managé, qu'il sera à côté, il sera colocalisé avec le parquet de Paris, et il pourra prendre, en cas de besoin de surcharge, des avocats généraux, des procureurs adjoints de Paris pour renforcer son service. Donc il me semble quand même que, comme la plupart des grands pays qui ont un système judiciaire étoffé et qui sont affectés par ce sujet, il vaut mieux que nous passions à cette séparation. Ouais. Michel Boutant, on sait que les socialistes en sciences n'étaient pas d'accord non plus pour cette création d'un parquet national antiterroriste. Oui. Là, on est au bout de la chaîne Pélane lorsqu'on parle de justice. Je m'intéresse, moi, peut-être plus particulièrement à la prévention, la commission des actes de terrorisme. Et en particulier, ce qui est fait au niveau du renseignement. On accorde évidemment beaucoup de temps parce que c'est tragique à cet attentat. Mais on rappelait tout à l'heure que environ 70 attentats ont été évités depuis un peu plus d'un an maintenant. Ce travail-là, c'est un travail de l'ombre. Alors évidemment, il n'est pas porté sur le devant des médias, mais je crois qu'il faut le souligner parce que ça nous permet également de souligner le travail que font tous ces agents, tous ces serviteurs de l'État, que ce soit à la DGSI ou dans d'autres services de renseignement, et à qui nous devons rendre un hommage, en même temps que nous nous inclinons devant la mémoire des victimes du terrorisme. André Reichardt, alors qu'on vient d'apprendre que le marché de Noël restera fermé demain. C'est la municipalité qui a pris cette décision. C'est une décision sage ? Écoutez, je pense que tant que cette auteur des faits de hier soir n'est pas arrêté, je comprends totalement la décision du maire de Strasbourg de ne pas prendre de risques supplémentaires. J'étais en communication tout à l'heure avec ma famille qui me disait que Strasbourg est une ville morte. Vous avez bien compris que on peut rouvrir un marché de Noël, s'il n'y a pas de clients, à quoi ça sert? Bien. Donc cette mesure, excusez-moi de la considérer comme ça, elle accompagne clairement une prise de conscience de la population, respectivement des visiteurs, que c'est pas le moment d'y aller. Et
puis j'ose le dire, c'est une vraie catastrophe économique. Avec ma casquette de président de l'agence d'attractivité d'Alsace, je peux vous donner des chiffres. 2 millions de visiteurs passent à Strasbourg en un peu plus de 4 semaines. Donc vous avez compris qu'il reste 15 jours encore jusqu'à Noël. C'est sur le plan économique, c'est un drame. Il faut malheureusement constater que ce que l'on craignait depuis maintenant, je le répète, 2 décennies au moins, voilà, c'est réalisé. Il faudra néanmoins, et je reviens au débat, tirer des enseignements et faire des évolutions, peut-être législatives. On parlait de ces propositions d'expulsion, de rétention administrative pour les fichiers S. Écoutez, encore une fois, des propositions vont être faites, je crois, par un groupe de travail. C'est Laurent Wauquiez, le chef de file de votre camp, qui propose ça pour les étrangers et les fichiers les plus dangereux. Ce qui est singulier, c'est qu'il est conseiller d'État. Voilà, et expulser les étrangers, encore une fois, c'est pas le moment de polémiquer, hein, moi je pense beaucoup plus à ce qui se passe à l'heure actuelle aux victimes, mais allez, expulser les fichiers S étrangers, soit, mais les expulser où si les pays d'origine n'en veulent pas et d'une, qu'on m'explique comment on fait. Voilà. Vous voyez, moi je souhaite simplement poser des questions. Qu'on m'explique comment on fait. On a déjà du mal à expulser des gens qui ne sont pas du fichier S, qui ne sont pas délinquants, à qui on a refusé simplement le bénéfice du droit d'asile, et des pays ne veulent pas les accueillir. Alors on fait quoi avec ces gens-là? Allez, mais clairement, moi je souhaiterais qu'on réponde à ces questions-là. Et en dépit de non marqués, beaucoup d'entre eux sont français. On acquis la nationalité française parce qu'ils sont soit nés ici, de parents immigrés. Et c'est le cas du suspect qui, visiblement, est né à Strasbourg. Plus les services de renseignement qui sont de très bonne qualité, dont les moyens doivent être encore adaptés et renforcés, auront la possibilité, comme ils le font déjà, mais davantage encore, de faire la part des choses au niveau de la dangerosité des uns et des autres, plus des mesures préventives administratives qu'on peut prendre dans le cadre législatif actuel, permettront, qu'ils soient étrangers ou français, de prévenir davantage sur certains individus. Ça se fait déjà, peut-être pas suffisamment, le risque pouvant aller jusqu'à l'attentat et tout ce qui s'est passé. Voilà, je crois, un chemin pragmatique qui peut porter des fruits. Plus que des déclarations qui sont des déclarations. Moi, je suis... À propos du parquet, d'ailleurs, je signale que ce que disait Michel Bouton tout à l'heure, c'est-à-dire les nombreux attentats qui ont été déjoués, quand on a des actes préparatoires, c'est pour ça qu'on a fait toutes les lois, ces gens-là vont ensuite devant la Cour spéciale antiterroriste, et il faut que le parquet argumente pour qu'ils soient condamnés. Donc tout ça fait du volume, si j'ose dire, d'activités judiciaires pour ceux qu'on a réussi à arrêter avant, mais à qui on peut reprocher, donc qui iront en prison pour actes préparatoires à des attentats. Il ne s'agit nullement de créer une juridiction d'exception, avait d'ailleurs expliqué la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Il s'agit de renforcer l'action publique en matière terroriste. Michel Boutan, sur ce point. Ça va peut-être faire changer la CMP demain, je le disais. Alors, est-ce que la CMP va être sensible à ce qui vient de se produire? J'en suis pas forcément convaincu. Je crois qu'il faut que les législateurs gardent la tête froide. Ça peut paraître être de l'insensibilité, mais dans le feu de l'action, je peux comprendre qu'on ait besoin de réponses immédiates. Mais entre la colère et le jugement, je crois qu'il faut laisser passer un petit peu de temps pour analyser les choses le plus sereinement possible. Mais de manière absolument déterminée. Vous nous disiez, André Reichardt, qu'on ne peut pas aujourd'hui expulser certaines personnes, non pas forcément en raison des problèmes d'accueil des pays. Vous avez des chiffres particuliers à nous donner sur ce point? S'agissant des fiches S, non. Enfin, c'est la Cour des comptes à l'époque concernant les non-bénéficiaires, les déboutés du droit d'asile, comme on dit. Le chiffre des gens qui ne rentrent pas chez eux après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire est catastrophique. Mais enfin, encore une fois, sans polémique, plus de 90% ne rentrent pas chez eux alors qu'ils devraient quitter. Je ne parle pas des fichiers S, je parle des étrangers déboutés du droit d'asile. Mais juste un mot, si vous le permettez. Je voudrais vraiment insister, comme l'a fait Michel Boutan, sur
la nécessité de la prévention. Vraiment, la prévention. On doit, les citoyens, les élus dont nous sommes, doivent réfléchir à casser cette chaîne mortifère qui commence par... ce sera le mot de la fin, mettre l'accent sur la prévention. Par un merci emprisonnement suivi On n'a plus le temps. Merci Alain Richard, merci à vous Michel Boutan, merci Jean-Marie Bockel d'être venu sur ce plateau. C'est d'ailleurs la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Public Sénat. Bon.